Donc le désir se satisfait-il de la satisfaction? Donc c'est un sujet classique, c'est un sujet qui ne vous déroutera pas normalement le jour du concours, puisqu'on a beaucoup travaillé cette question de la satisfaction, de la déception, de la frustration, encore du désappointement. Pourtant, j'aimerais quand même le traiter pour éclaircir un point bien particulier. Alors, cet énoncé, si je le reformule, signifie: le désir se contente-t-il, s'arrête-t-il à la satisfaction, c'est-à-dire au plaisir ou à la jouissance, au moment où la tension du désir se résorbe et où on obtient ce que l'on souhaite. Bon, force est de constater que non, parce que maints exemples cette année nous ont montré que le désir entretenait une relation ambiguë à la satisfaction. L'exemple de Tristan et Iseult, qui semble multiplier les obstacles pour ne pas pouvoir vivre ensemble, ou encore la princesse de Clèves, qui, au moment où elle pourrait épouser le duc de Nemours, ne le fait pas. Ou encore le narrateur proustien qui, à peine s'est-il saisi de ce qu'il convoitait, de ce qu'il désirait, se trouve désappointé. Donc, le désir semble de lui-même relativiser la place de la satisfaction. Tout se passe comme si il la voulait et ne la voulait pas. À la fois, il y a ce jeu étrange entre le désir et la satisfaction. Mais précisément, que reproche-t-il à la satisfaction? Et là, je crois qu'il y a trois grandes réponses philosophiques à bien distinguer. Et vous allez normalement reconnaître différents moments de l'histoire de la pensée. Premièrement, il y a des philosophies qui, tout en critiquant la satisfaction, ne vont pas s'en séparer. Il y a tout un tas de philosophies qui vont montrer que c'est quand même bien la satisfaction qui structure en profondeur le désir, qui est au principe du désir. Je cite notamment Épictète: « Souviens-toi que la fin de tes désirs est d'obtenir ce que tu désires. » Et ces philosophies-là, qui sont grosso modo les philosophies antiques, qui sont des eudémonismes, vont bien placer à l'horizon du désir la satisfaction définie comme bonheur, comme équilibre naturel de notre psychisme, de notre corps, etc. Mais du coup, qu'est-ce que ces philosophies vont reprocher à la satisfaction? Eh bien, elles vont reprocher à la satisfaction d'être accidentellement lacunaire et incomplète. Elles vont montrer qu'il y a des satisfactions qui ne satisfont pas. Et donc, à la question « le désir se satisfait-il de la satisfaction ?» elle répondrait en principe, en théorie, oui. Le désir se satisfait des satisfactions qui satisfont. Voilà. Ça fait beaucoup de répétitions. Mais c'est ce que montrerait un Platon, un Épicure ou encore les stoïciens. Vous voyez, ces philosophies-là ne vont pas critiquer le rôle structurant et principiel de la satisfaction au cœur du désir. Ils vont critiquer les errances et les constructions de notre imagination qui compromettent l'accès à cette satisfaction. Et donc ça, c'est très important de bien voir que la satisfaction n'est décevante pour ces philosophies-là que d'un point de vue accidentel. Et qu'on peut travailler justement à trouver le bon objet, à déconstruire les opinions surajoutées, etc., à retrouver les seuils véritables de satisfaction et pas des seuils artificiels qui ne cessent de reculer, etc. Voilà. On peut travailler pour rendre la satisfaction accessible et pour sortir de cette impression que la satisfaction ne satisfait pas. Mais vous voyez, c'est une apparence. Ce n'est pas la réalité. Quand on tient entre nos mains des satisfactions consistantes, le principe même de la beauté, par exemple pour Diotime, ou pour Épicure,
les plaisirs naturels et nécessaires, alors on est satisfait. Voilà. Mais il faudra faire tout ce travail d'éducation du désir pour trouver des satisfactions véritables. Au contraire, vous allez trouver des philosophies et des arguments qui vous montreraient que la satisfaction n'est pas accidentellement lacunaire. Elle est essentiellement et structurellement déficitaire. Et qu'on ne peut pas, par une éducation, par une lucidité supérieure, par un travail sur soi, la rendre satisfaisante. Parce que la satisfaction est par nature fantomatique, décevante. C'est Schopenhauer, c'est Proust, parce qu'elle souffre de ce décalage entre la représentation et la conscience. Certains vont vous montrer que la satisfaction, c'est une sorte de petite mort. C'est la fin de l'histoire, c'est la fin de l'attention, et donc on tend vers l'ennui. Ça serait par exemple Julie d'Étanges chez Rousseau. Et certains vont vous montrer que, comme Schopenhauer, que la satisfaction est structurellement déficitaire parce que le désir souffre de cette disproportion qui fait que la source qui l'alimente, le vouloir vivre, est toujours plus, comment dire, impérieux et plus important que les satisfactions provisoires sur lesquelles le désir se pose. Voilà. Et donc, dans ces philosophies-là, on tendrait à montrer, alors, soit avec Schopenhauer, qu'il n'y a pas de satisfaction et que le désir, finalement, n'est que douleur, frustration, etc. Ou on tendrait à montrer, ça serait plutôt l'option rousseauiste, attention, de Julie, dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, mais pas véritablement de Rousseau, on tendrait à montrer que finalement, le désir se nourrit de lui-même et qu'il est le véritable lieu de la satisfaction. Voilà. Je pense que cette partie-là ne vous poserait vraiment aucun problème. Mais je ne sais pas si vous auriez su bien la distinguer de la proposition, voyez, de la conception des anciens. Voilà. L'idée que d'un côté, il y a une satisfaction accidentellement déficiente et de l'autre, structurellement déficiente. Alors, quelle autre position théorique on pourrait encore adopter? Eh bien, il y a une autre possibilité. C'est-à-dire que la satisfaction, bah, c'est très bien, en fait. On n'a rien à lui reprocher. Elle joue son rôle. Satisfaction, hein, en latin, c'est ce terme juridique qui insiste sur bien, le fait qu'on a réparé une dette. On est revenu à l'équilibre, l'homéostasie, d'accord ? On a restauré un équilibre psychique ou organique. Et effectivement, il y a un vrai plaisir, en fait. Épicure, Camus ont raison. Si on sait écouter, entendre, voir ce plaisir-là, il est positif, ce plaisir. Bon. Mais, dernière question que vous pourriez vous poser. Le désir ne vise-t-il pas au-delà de la satisfaction ? L'idée ici, c'est pas tant de dire que la satisfaction est structurellement déficitaire. Elle est très bien, on n'a rien à lui reprocher. Mais l'idée, c'est de dire que le désir, en fait, n'a pas pour horizon la satisfaction. Il vise plus loin qu'elle. Et là, vous voyez que vous avez une troisième possibilité théorique. Parce que, en fait, Schopenhauer, Rousseau, etc., continuent à penser que c'est bien la satisfaction qui organise le désir. Le problème, c'est qu'elle est déficitaire. Donc, du coup, c'est le désir qui s'en trouve lui-même atteint. Mais on a rencontré des philosophies qui nous ont montré que le désir vise au-delà de la satisfaction. C'est par exemple ce que nous a montré Jacques Lacan. Le désir vise l'horizon plus large et plus indéterminé de la demande, et non pas le seul appétit de la satisfaction. C'est la proposition de Renaud Barbaras dans Le désir et le monde. Il vise le monde. Et là, vraiment, je pense que ce serait la référence qui ferait mouche,
C'est la position d'Emmanuel Lévinas, qui nous montre que même le désir, en ce qu'il se distingue du besoin, nous fait sortir de la logique de la satisfaction. Il nous fait quitter la clôture de la jouissance égoïste et le schéma incessant du manque et de la répression. Voilà. Donc voilà, vous pourriez, dans une troisième partie, aller jusqu'à dire que non, la satisfaction n'est pas l'horizon du désir. Et s'il ne se satisfait pas de la satisfaction, c'est pas parce qu'elle est déficitaire structurellement ou accidentellement, mais c'est parce qu'il vise bien au-delà de la satisfaction. Et là, ça supposerait, voyez, de repenser le désir, de repenser la structure même du désir, soit avec Lacan, soit avec Renaud Barbaras, et ce décalage entre l'objet visé et le désiré, d'accord? Et donc repenser le mouvement même du désir. Voilà. Mais vous voyez que ces trois options, elles seraient à bien distinguer logiquement dans votre copie pour être parfaitement convaincant et pour que la démonstration soit bien rigoureuse.